Alors, maintenant, nous allons voir le processus élaborer la charte du projet, Develop Project Charter. C'est le processus qui se charge de mettre dans un document les principaux éléments du projet de façon high level, ça veut dire sans trop rentrer dans les détails. Alors, ce processus se passe à quel moment? Alors, c'est généralement au début du projet, au début d'une nouvelle phase. C'est pour ça qu'on le classe avec le groupe de processus d'initialisation. Il est classé aussi avec le domaine de connaissance d'intégration parce que c'est un des processus, comme les autres processus de cette liste, qui se charge de voir le projet dans son ensemble et d'intégrer tous les éléments. Ne pas voir uniquement l'aspect périmètre, l'aspect échéancier, l'aspect qualité, mais voir tous ces, tous ces domaines de connaissances dans un seul ensemble. Alors, ce processus, qu'est-ce qu'il va nous donner en sortie? Il va nous donner deux documents. Le plus important, c'est la charte du projet. C'est un document qui parle de façon sommaire du projet, des objectifs principaux du projet, qu'est-ce qui va quelles sont les exigences de haut niveau, quelle est la grande description du projet, qu'est-ce qui va être fait dans le projet, qu'est-ce qui ne fait pas partie du projet, quels sont les high-level risks, quelles sont les principales dates clés, quelles ressources vont être affectées, quels sont les critères d'acceptation. Et puis, sur un des points les plus importants, quel est le chef de projet qui est désigné pour ce projet? Quel est son niveau de responsabilité? Quelle est l'autorité? Quel est son niveau d'autorité? Donc, c'est grâce à ce document que le chef de projet pourra prendre des décisions, pourra affecter des ressources, pourra vérifier tout au long du projet si certaines exigences collent avec la charte du projet. Toutes les exigences qui ne collent pas avec la charte du projet, le chef du projet pourra les rejeter ou les mettre en suspens. Donc, ces éléments vont permettre au chef de projet de devenir autonome. Et il ne deviendra autonome, il n'aura l'autorité que si le sponsor signe cette charte. Le deuxième document, c'est le journal des hypothèses, Assumption Log. Donc, on l'appelle journal des hypothèses, mais il intègre aussi bien les hypothèses que les contraintes. Alors, d'où est-ce qu'on ramène ces hypothèses? Elles sont ramenées depuis le business case. Donc, c'est là déjà, au niveau du business case, c'est là où il y avait un peu les objectifs, quelles sont les hypothèses avec lesquelles on avait travaillé, et puis on les transfère une partie sur la charte du projet et sur un document qui va mettre à jour tout au long du projet. Donc tout au long du projet, on va avoir le journal des hypothèses où on va mettre à jour des hypothèses, voire les supprimer carrément. Alors c'est quoi les hypothèses? Les hypothèses, ce sont les facteurs qui devraient être en place ou en évidence. Alors que les contraintes sont généralement plus facilement détectables, ils sont formulés par le sponsor et comme par exemple une limite de temps ou une limite de budget. Alors, un exemple, voilà, bon, ça a été un exemple parmi d'autres, hein. La charte du projet peut être un document d'une seule page ou un document de plusieurs pages. Tout dépend du projet. Donc c'est pour ça que nous adaptons les processus en fonction de notre contexte et de la complexité du projet. Je rappelle juste pour dire que le PMBOK, ce n'est pas une méthode, ce sont des best practices qu'il faut adapter en fonction du contexte du projet. Donc, juste pour citer juste ce modèle, donc ici, la charte du projet, c'est quoi? C'est un document qui va juste résumer les grandes lignes du projet, donc les principaux objectifs, les principaux prérequis, les dépenses estimées, les principales dates clés, quand est-ce qu'on va terminer, les objectifs peuvent être aussi déclinés par rapport au périmètre, par rapport aux durées, par rapport au prix, par rapport à la qualité. Et puis, il va y avoir aussi, point important de la charte, c'est les signatures. La signature du sponsor. Sans la signature du sponsor, il n'y a pas de charte.
Pourquoi on exige la signature du sponsor? C'est pour donner l'autorité au chef du projet pour avancer sur la partie planification et exécution. Quand un chef de projet a une charte qui est signée par le sponsor, il peut prendre des décisions. Donc, il sait quels sont les objectifs qu'on lui a assignés, quel est le budget, quelles sont les dates et toutes les exigences demandées par les parties prenantes pour changer ou pour s'écarter de ces objectifs. Eh ben, le chef de projet, le chef du projet pourra dire que cette exigence ne fait pas partie du projet ou cette dépense supplémentaire ne peut pas être prise par le projet. Tout changement qui peut affecter la charte doit repasser par le sponsor, étant donné qu'il avait signé la première fois pour pour cette charte, on doit revenir chez le sponsor pour la revalider et la remettre à jour. Il ne faut pas s'amuser à chaque fois à modifier la charte. Donc, c'est aussi le rôle du chef de projet et du sponsor de protéger le projet contre des changements trop fréquents. Donc, nous avons vu un modèle de charte du projet. Maintenant, on va voir un peu plus en détail comment ça se passe. Je prends le pointeur. Donc, élaborer la charte du projet. Donc là je mets toujours juste en rappel, comme ça vous pouvez toujours vous rappeler le processus appartient à quel groupe et à quel domaine de connaissances, bien sûr. Donc là, pour élaborer la charte du projet, les objectifs de ce processus. Comme on l'a dit, c'est d'autoriser formellement l'existence du projet. C'est de dire que l'entreprise a décidé d'atteindre ses objectifs avec ce budget et qu'elle va mettre ses moyens et que telles sont ses contraintes et elle énumère aussi les critères d'acceptation, ce qui va dire que le projet est une réussite ou pas. Ça permet aussi, comme on l'a dit, de donner l'autorité au chef de projet d'utiliser et d'affecter des ressources. Ça permet aussi au chef de projet de prendre des décisions sur la suite, de dire ça je garde, ça ce n'est pas faisable, ça ne fait pas partie de la charte et à ce moment il faut revenir jusqu'au sponsor pour qu'il donne une nouvelle autorisation et que on puisse mettre à jour la charte du projet. Quels sont les avantages? Eh bien, c'est de se mettre en ligne avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, la charte va nous dire, elle va nous expliquer plutôt que si on fait ce projet, voilà le lien avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, ça montre aussi qu'il y a un engagement de l'entreprise d'aller vers cette direction. En sortie de ce processus, on va avoir la charte du projet et le journal des hypothèses, Assumption Log. On rappelle juste que le journal des hypothèses intègre aussi bien les hypothèses que les contraintes du projet. En récapitulatif, donc le processus élaborer la charte du projet va nous donner en output, en sortie, une charte du projet et le journal des hypothèses. La charte du projet va redevenir elle-même une input pour beaucoup d'autres processus. Pour le processus, beaucoup de processus, surtout des processus de planification, mais pas que. On va utiliser aussi la charte du projet à la fin, au niveau du processus, clôturer le projet ou la phase, pour vérifier au moment de la clôture, est-ce que l'on a rempli les exigences et les critères d'acceptation de la charte. Alors que le journal des hypothèses, lui, fera partie d'un grand ensemble de documents que l'on appellera documents du projet, qui intégrera le journal des hypothèses, mais bien d'autres documents que l'on verra par la suite. Donc pour sortir avec une charte du projet ou un journal des hypothèses, on a besoin d'éléments en entrée qui vont être transformés via des outils et des techniques en charte du projet et en journal des hypothèses. Donc on aura besoin des documents business. Je rappelle juste que les documents business, c'est le business case,
c'est le plan d'affaires de l'entreprise et c'est le plan de gestion des bénéfices. Ces deux documents font partie de grands ensembles documents business. On aura aussi besoin des accords. Ça peut être des accords, des emails, des memorandum of understanding, ça peut être des contrats avec des clients. Donc, et on voit bien que tout cela, on va extraire de ces documents la charte du projet. Comment on va extraire? Eh bien, en faisant appel à des experts. Ça peut être des experts juridiques, des experts financiers qui vont s'asseoir avec nous via des séances de brainstorming ou via des groupes de discussion et des entretiens. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un brainstorming et il y a des réunions, on aura besoin des techniques et des compétences interpersonnelles pour gérer des conflits et pour des techniques de facilitation aussi pour sortir avec un résultat concret de ces réunions et des techniques de gestion de réunions. Bien sûr, tout cela doit être adapté en fonction des facteurs environnementaux de l'organisation et de ses actifs et de ses procédures. Alors, comme document d'entrée, donc on a dit qu'on a besoin du document business, du business case. Alors le business case, c'est le document qui est utilisé par les décideurs et les managers de l'entreprise pour opter pour un projet. Donc dans ce business case, bien sûr, il y a un rappel du besoin, il y a une analyse coût-bénéfice. Et puis, ce document, généralement, il est généré à partir d'une demande du marché, un nouveau besoin qui apparaît sur le marché, ou peut-être il y a une avancée technologique qui nous amène à lancer un projet pour rattraper ou utiliser cette technologie. Ou peut-être c'est une demande du client ou une exigence légale. Une exigence légale peut nous amener à lancer un projet pour nous mettre à niveau par rapport à de nouvelles normes, par exemple. Ça peut être des normes écologiques aussi. Donc, en données d'entrée, on avait dit que c'est des accords, agreements en anglais. Donc, ce sont tout type de contrats, de protocoles d'accord. Ça peut être des SLA ou même des courriers électroniques si l'entreprise considère que le besoin, ça peut être une source de besoin ou une source d'éclaircissement. Au niveau des facteurs environnementaux, ça peut être des contraintes juridiques. Donc les contraintes environnementales, c'est un contexte auquel le chef de projet doit se soumettre, qui ne pourra pas modifier. La culture aussi organisationnelle, la culture de l'entreprise fait partie aussi des facteurs environnementaux. C'est quelque chose que le chef de projet ne peut pas forcément modifier, aussi bien que le climat politique, les forces en présence, de quelle manière se prennent les décisions, les cercles d'influence. Donc tout cela aussi influe sur le projet. Aussi, le seuil, oui, les attentes des parties prenantes et le seuil de risque. Il y a certaines entreprises pour lesquelles le niveau de risque acceptable peut être beaucoup plus bas. Donc tout cela est pris en compte dans l'élaboration de la charte du projet. Les actifs organisationnels, c'est généralement tout ce qui est politique, processus et procédures dans l'entreprise. Ça peut être aussi des modèles de documents et de quelle manière l'entreprise gère le portefeuille, gère ses programmes et gère ses projets, aussi bien que les méthodes de communication. Donc tout cela, ce sont les actifs organisationnels. Le chef du projet et l'équipe du projet peuvent influencer, peuvent modifier, par exemple, des procédures et les mettre à jour, bien sûr avec l'acceptation du management. Les facteurs environnementaux sont plutôt des données qu'on ne peut pas modifier. Alors aussi avec les actifs organisationnels, c'est aussi les données historiques aussi.
elle figure aussi avec les actifs organisationnels dans le sens où toutes les leçons apprises des projets précédents doivent être prises en compte pour élaborer la charte du projet. Par exemple, de quelle manière ce type de projet, de quelle manière on fait l'acceptation. Ça peut être aussi extrait des données historiques. Quels sont les risques que l'on a rencontrés précédemment sur ce type de projet. Donc on extrait ça des données historiques. Et c'est pour cela que ces éléments font partie des données d'entrée pour élaborer la charte. Donc là, nous venons de voir un peu les données d'entrée qui permettent d'élaborer la charte. Mais ces données d'entrée, pour qu'elles deviennent une charte, c'est grâce à des outils et des techniques. Alors, parmi les outils et techniques, bien sûr, le jugement à dire d'experts. Ça veut dire qu'on va ramener des experts de domaines différents qui vont nous aider par rapport à l'organisation, par rapport à comment on va faire en sorte pour s'assurer que les bénéfices initialement identifiés vont être réalisés, peut-être des experts sur le domaine technique, des experts en estimation budgétaire, en identification des risques, des experts pour estimer les délais, etc. Tout type d'experts qui puissent intervenir. Donc, on aura aussi besoin de collecte de données. Donc, les données d'entrée, nous allons utiliser des brainstorming. On va répertorier une liste d'idées pour les analyser dans un second temps. On peut utiliser comme technique de collecte ce qu'on appelle le groupe de discussion, focus group. Et là, il s'agit de réunir des parties prenantes, un groupe de parties prenantes pour discuter de certaines thématiques ou certains aspects du projet. Donc là, le groupe de parties prenantes, il est choisi et désigné. Et ça peut être des entretiens, c'est plus du one-to-one, où on récolte par exemple des exigences de haut niveau, des hypothèses, des contraintes, des critères d'approbation. Et à chaque fois, de toute façon, qu'on a des brainstorming, qu'on a des réunions, on a besoin de compétences interpersonnelles pour gérer les conflits et des techniques de facilitation. Alors, les techniques de facilitation, juste pour rappeler, c'est quoi? C'est des techniques qui permettent de faire participer tout le monde, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui influence l'autre et d'atteindre un résultat, une conclusion efficace. Et bien sûr, des techniques de gestion des réunions où il faudra élaborer l'ordre du jour, inviter par exemple chaque représentant des parties prenantes, là où il y a beaucoup de parties prenantes, sortir avec un compte rendu et des actions de suivi.